Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le langage Golang en utilisant les connaissances que vous avez déjà en JavaScript. L'objectif est ici de vous faire découvrir de nouvelles choses et d'étendre un petit peu vos horizons. Je tiens à le préciser, l'objectif de cette vidéo n'est en aucun cas de vous convaincre que Go est un meilleur outil que Node.js. L'idée, c'est simplement de faire un petit peu de culture générale et de découvrir de nouvelles choses ensemble. Alors Go, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui a été développé par des ingénieurs de chez Google qui en avaient un petit peu marre de faire du C++ et qui voulaient un langage plus moderne et plus adapté à leurs problématiques. Les particularités de ce langage, c'est que c'est un langage qui est fortement typé et qui va être compilé. Donc on pourra générer un exécutable pour Windows, Mac et Linux et on n'aura besoin de rien installer de plus sur la machine que l'on cible. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un langage qui est facile à apprendre. Vous allez le voir assez rapidement, on arrive à prendre nos marques. C'est pas un langage qui est très compliqué pour un langage de bas niveau. C'est un langage qui gère aussi nativement la concurrence et qui dispose d'une librairie standard très fournie. Donc la concurrence, il va la gérer au travers d'un système de Go routine. Donc on pourra profiter au maximum des performances de processeurs multicore. Et la librairie standard permet d'avoir de nombreux outils pour tout ce que l'on a besoin de faire. Donc on ne va pas être obligé, comme dans d'autres langages de programmation, d'aller chercher des librairies à la moindre occasion. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le langage et ça c'est plutôt sympa. Et enfin, moi c'est un petit point supplémentaire, je trouve que la mascotte est rigolote et c'est toujours sympa de travailler avec un langage qui a une mascotte rigolote. Donc après, si vous voulez un petit peu découvrir par vous-même, sachez qu'il y a dans le Get Started ce que l'on appelle le Go Tour, et en fait ça vous fait un petit tour d'horizon du langage Go. C'est quelque chose qui devrait vous prendre 1 à 2 heures je pense, et ça permet de découvrir le langage pas à pas, et c'est super bien fait. Donc si jamais le langage vous intéresse et que vous voulez l'apprendre de fond en comble, je vous conseille de faire le Tour of Go, ça vous permettra de découvrir les choses. Ceci étant dit, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va ici comparer du JavaScript à droite avec du Go et on va essayer de faire des analogies pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce langage-là. Alors mon but pour commencer, c'est de faire l'équivalent de cette petite fonction, donc afficher Hello en console. Alors sur mon système, j'ai déjà installé Go. Si je me rends dans mon terminal et que je fais Go version, ça va me donner la version de Go, donc j'utilise la 1.18 à l'heure actuelle. Donc pour commencer à écrire du Go, il faut initialiser le projet. Pour cela, on fait Go mode, ça va permettre d'initialiser un module, init, et on choisit un nom à notre module. Moi, je vais l'appeler graphicarts/tuto. Vous pouvez imaginer ça comme un namespace. Ça va nous créer un fichier go.mode, c'est un peu l'équivalent d'un fichier package.json où on a le nom du module et ensuite la version de Go qui est utilisée. Ensuite, je vais devoir écrire mon premier fichier, donc je vais aller ici créer un nouveau fichier que je vais appeler main.go. Ce fichier peut être nommé comme on le veut, ça n'a pas d'importance. À l'intérieur, on va préciser dans quel package on se situe. Un package, c'est l'équivalent d'un namespace dans d'autres langages de programmation. On n'a pas d'équivalent pour le coup en JavaScript. Et on va préciser qu'on est dans le package principal. Dans ce package principal, il faudra créer une fonction main, et c'est cette fonction qui sera exécutée lorsque le programme démarrera. Donc ça, c'est vraiment la chose que l'on va avoir de base dans n'importe quel programme en Go. Donc les fonctions s'écrivent juste avec func, et après ça fonctionne comme une fonction classiquement. Si je souhaite afficher quelque chose en console, on va utiliser println. Println va permettre d'afficher quelque chose et d'aller à la ligne, et on va faire un println de hello. Alors dès que j'ai fait ça, mon éditeur a automatiquement importé FMT. Donc c'est ce que l'on disait au début, il y a une grosse librairie standard et cette librairie est rangée dans des packages particuliers. Donc là, on importe le package FMT que l'on utilise après. On remarque aussi que les fonctions ici commencent par une majuscule, c'est un peu particulier. En fait, par défaut, dans les packages, on va avoir tout un tas de code qui va être disponible. C'est un peu l'équivalent des modules en JavaScript. Sauf qu'on ne va pas spécifier manuellement que l'on exporte print. En fait, c'est très particulier, mais dans le cadre de Go, tout ce qui commence par une majuscule va être exporté. Tout ce qui commence par une minuscule sera privé et restera à l'intérieur du package. Donc c'est pour ça que toutes les méthodes que l'on va utiliser dans la suite seront toujours en majuscule. Si ensuite on souhaite exécuter ce code-là, au niveau de notre terminal, on peut faire un go run main.go. Et dans ce cas-là, ça va compiler et exécuter les choses. Et ensuite, on peut aussi faire un go run ou carrément exécuter tout le dossier. Et dans ce cas-là, ça prendra tous les fichiers Go. Donc on peut séparer notre code en plusieurs fichiers et ça exécutera la fonction main qu'il trouvera dans le package main. Moi, j'ai ici créé un petit bouton, hop, go run, qui permettra de lancer les choses ici. Voilà. Donc ça fait juste un go run point comme je vous l'ai montré. Mais on a aussi la possibilité de compiler notre code. Dans ce cas-là, on peut faire un go build et spécifier point. Et automatiquement, ça va nous générer un exécutable qui s'appelle ici tuto. Et cet exécutable, on peut le lancer sur notre machine. Donc en fonction de la machine sur laquelle vous êtes, ça va compiler quelque chose différemment. Mais ce que l'on peut aussi faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut cibler des environnements différents. Je peux faire par exemple, je veux compiler pour Windows et je vais préciser l'architecture à utiliser. Ça sera par exemple un AMD 64. Et après, je fais mon go build
et je lui précise que je veux compiler tout le dossier. Et dans ce cas-là, il va générer un tuto.exe qui pourra être exporté et utilisé pour ce type de machine. Donc on peut très simplement, depuis n'importe quelle machine, compiler pour n'importe quel système cible. Et ça, c'est super intéressant. Alors maintenant, revenons-en à notre code. Imaginons qu'on a envie de créer une variable qui contienne le nom de la personne et ensuite on veut afficher le nom de la personne. Donc en JavaScript, on crée une constante. On a plein de manières de déclarer des variables, mais c'est const ici qui est le plus adapté. On va choisir un nom à notre variable, on met la valeur et ensuite on peut utiliser de la concaténation pour afficher ça. Et ça va nous afficher Hello John, pas de problème. Alors en Golang, pour déclarer une variable, ça se fait un petit peu comme en JavaScript. On va utiliser le mot-clé var. Ensuite, on va donner un nom à notre variable, sauf que vu que c'est un langage qui est fortement typé, il faut préciser le type. Ici, je vais préciser que c'est une chaîne de caractères. Ensuite, je peux assigner une valeur à cette variable-là. Et ensuite, si je veux afficher Hello John, on ne va pas forcément faire de la concaténation de cette manière-là, mais on va plutôt ici utiliser printf, qui permet de faire un affichage avec un formatage. Je vais lui dire ici, je veux faire un Hello, suivi d'une chaîne de caractères, et je te passe en second paramètre la chaîne de caractères. Et dans ce cas-là, lorsque j'exécute ce programme-là, hop, il fait bien Hello John. Petite particularité, on n'est pas obligé de faire ça en 2 lignes. On peut faire une assignation directe. Dans ce cas-là, automatiquement, le type va être compris par le compiler et on aura bien name qui sera une chaîne de caractères. Si je passe dessus, on n'a pas de problème. Et ça nous donne bien la même chose, donc Hello John. Donc par défaut, le langage dispose de plein de types différents et on remarquera qu'il y a plus de types qu'en JavaScript. Par exemple, si vous écrivez quelque chose ici, on va mettre "-v", ça permet d'afficher la représentation d'une variable. C'est juste que là, par exemple, ça mettrait des guillemets autour d'une chaîne. Mais si je fais 10 divisé par 3, on s'attend à obtenir 3,3333. Pourtant, si j'exécute ce code-là, là, j'obtiens une erreur. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est une particularité de Go. Le compiler est hyper strict. Par exemple, il ne vous autorise pas à créer une variable que vous n'utilisez pas. Pour lui, ça, c'est une erreur. Et il ne vous laissera pas compiler. Donc là, je suis obligé de commenter cette ligne-là et de relancer mon GoRun. Et on voit qu'on obtient 10 divisé par 3 égale 3. Pourquoi? Parce que c'est un entier divisé par un entier, du coup le résultat sera nécessairement un entier. Si on veut utiliser des flottes, il faut faire comme ça, et dans ce cas-là, ça sera des flottes qui seront utilisées, et on aura la valeur de cette manière-là. Donc il y a beaucoup plus de types, il y a des int sur 32 bits, des int 64, des floats 32, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup plus de types primaires qu'en JavaScript. Après, globalement, vous avez les types habituels, les booléens, les trucs comme ça, donc on va pas forcément détailler plus que ça. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler du compiler qui est un petit peu pénible, il faut aussi noter qu'il y a un formateur qui est préintégré dans Go. Si je m'amuse à écrire n'importe quoi et j'écris ça comme ça, dès que je vais sauvegarder, mon éditeur va automatiquement reformater les choses. Il ne va pas le faire avec un outil particulier, on a une commande format qui va permettre de reformater le code. Donc contrairement au JavaScript où il faut faire des choix, bon, même si en général on s'est assez mis d'accord sur Prettier, là il y a un formateur préintégré, donc il n'y a pas de discussion à avoir et c'est plutôt cool à ce niveau-là que par défaut l'exécuteur fasse du lint et aussi du formatage. Ça c'est quand même intéressant. Alors ensuite, on va parler des pointeurs tout de suite, parce que comme ça au moins on va mettre ça sous le tapis. Il n'y a pas d'équivalent en JavaScript. En JavaScript, en fait, quand on fait une fonction, tout de suite la variable est passée par référence. Par exemple, quand on passe un tableau à une fonction, c'est une référence vers ce tableau qui est utilisée. En Golang, par défaut, les choses sont toujours copiées. Donc typiquement, si je crée ici une variable name2 et que je lui dis que sa valeur c'est name. Ensuite, je décide de changer la valeur de name2 et je précise que name2, ça va être Jane. D'après vous, est-ce que name aura changé? Alors là, il va râler, donc on va lui dire affiche-moi les deux, comme ça au moins on n'aura pas de souci. Voilà, pourcentage d'ISV. Si j'exécute ce code-là, on voit que la première variable est restée à John et ensuite la seconde variable s'appelle Jane. Il y a une copie ici et du coup on se retrouve avec deux éléments différents. Donc après, c'est évidemment la même chose en JavaScript. Pas besoin de le tester, vous êtes habitué. Par contre, on a la possibilité en Go de spécifier que ici, on ne veut pas en fait faire une référence à la valeur de la variable name, mais on peut lui dire j'aimerais bien que cette variable name2 utilise le même espace mémoire que name. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'esperluette. Si on utilise l'esperluette, on voit que le type de name2 a changé. Ce n'est plus une chaîne de caractères, mais c'est une étoile chaîne de caractères. L'étoile, ça veut dire que c'est un pointeur. Ça veut dire que name2 est maintenant un pointeur qui pointe vers une valeur qui sera la chaîne de caractères. Donc si on veut changer la valeur, il faut changer la valeur à l'intérieur du pointeur en utilisant la petite astérisque. Dans ce cas-là, finalement, les variables name1 et name2 font référence à la même valeur.
On voit ici que name nous donne Jane, du coup, a bien été modifié en fait. Et ensuite, on voit que name2 est un pointeur. C'est représenté de cette manière-là. Si on veut la valeur, il nous suffit d'écrire le petit astérisque. Et dans ce cas-là, les deux valeurs sont à Jane. Donc avec les pointeurs, on peut faire référence à un même espace mémoire, et ça permet d'optimiser les performances dans certaines situations. Et on n'a pas forcément d'équivalent en JavaScript. Alors d'ailleurs, parlons d'un type un peu particulier, les tableaux. Donc en JS, si je crée une variable A, je vais lui dire c'est un tableau, 1, 2, 3. Et ensuite, je vais lui demander de faire un petit console.log de A. Si j'exécute ça, ça me donne bien 1, 2, 3. La particularité, c'est que si je crée une variable B qui fait référence à A, et que je lui demande dans B de pousser un nouvel élément, par exemple 4, ou carrément de changer un élément, par exemple l'élément 1, on va lui dire que ça va être maintenant 4. Lorsque je regarde ma variable A, elle a été aussi modifiée. Dans ce cas-là, les variables ne sont pas copiées, finalement on a la même référence. Donc dans le cadre de Golang, pour créer un tableau, on a plusieurs solutions. C'est là que ça va se compliquer un petit peu. Donc un tableau s'écrit de la manière suivante, on précise le nombre d'éléments que l'on a dans notre tableau, et ensuite on précise le type. Donc là, nous, ça va être un tableau d'entier, donc on ne peut pas avoir de type composé, ça c'est important de bien comprendre ça. C'est aussi l'inconvénient d'un langage qui est fortement typé. Je fais une assignation directement ici, et on s'imagine qu'on crée une variable B qui a la valeur de A, et on fait la même chose qu'en JS. Voilà. Donc d'après vous, qu'est-ce que l'on va obtenir? Et hop, là je mets A et je mets B. Si j'exécute ce code-là, on obtient un premier tableau qui n'a pas été modifié, 1, 2, 3, et un second tableau qui a été modifié. Donc contrairement au JS qui fait des passages par référence, là on a une copie qui est créée. Et pour le coup, je trouve que Go a une approche qui est beaucoup plus prévisible. On le sait en JS, souvent on passe des objets à des fonctions, puis après on s'étonne que les objets ont été modifiés. Là, c'est au développeur de faire un choix en choisissant d'utiliser les pointeurs ou directement les valeurs. C'est beaucoup plus prévisible à mon sens que JavaScript. Alors maintenant, sur les tableaux, il y a des notions un petit peu plus compliquées en Go. Donc imaginons que l'on veut un tableau qui contienne seulement certains éléments de A. Dans ce cas-là, on peut créer une nouvelle variable B, et on va lui dire, je veux faire A, mais je veux récupérer à partir du premier élément. Et finalement, on va réafficher A et B. Si j'exécute ce code-là, on voit qu'on obtient toujours notre tableau original, et on a ce second tableau qui contient que les éléments 2 et 3. La particularité, c'est qu'ici, on a ce que l'on appelle une slice. Quand on n'a pas un nombre qui est précisé entre crochets, c'est que l'on a une slice qui est en fait une référence vers le tableau original. Ce qui fait que par exemple, si je modifie le tableau original et que je lui dis à l'index 1, je vaux 4, les deux valeurs vont être modifiées. Pourquoi? Parce que quand on crée une slice, ça ne crée pas un nouveau tableau. En mémoire, ça crée juste une référence à une partie du tableau original. Et c'est super intéressant parce que si jamais on s'imagine qu'on a des milliers d'éléments et qu'on veut créer juste un nouveau tableau avec 10 ou 20 éléments, on ne crée pas de nouveaux enregistrements. On crée simplement des références vers les éléments du tableau original. Donc il y a une distinction entre les tableaux qui ont une taille fixe et qui vont occuper un certain espace mémoire et les slices qui font référence à une partie du tableau. Et on a d'ailleurs la possibilité de créer directement une slice, comme ceci. On va mettre une valeur à B histoire de ne pas avoir de problème. Mais si on fait ça, automatiquement ça va nous créer une slice. Et cette slice fera référence à un tableau qui va être stocké en mémoire par Go que l'on ne voit pas forcément. Si on veut la taille d'un tableau, on peut faire len. Len, ça va nous donner la length. Ce que l'on ferait en JavaScript, c'est évidemment a.length. Automatiquement, ça va nous donner une taille de 3. La petite particularité, c'est qu'on peut aussi connaître la capacité du tableau qui se cache derrière la slice en utilisant la méthode cap. Et là, on va voir que ça va nous donner une capacité de 3 parce qu'il est automatiquement capable de le calculer. La particularité, c'est qu'on peut choisir de rajouter un élément. En JavaScript, on peut utiliser la méthode push, ou si on veut faire quelque chose d'immutable, on peut créer un nouveau tableau et rajouter notre nouvel élément. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec deux tableaux qui sont complètement indépendants. D'ailleurs, si après on décide de changer, on va peut-être aussi afficher A. Voilà, mais si on décide de faire B et de changer la valeur à 1, dans ce cas-là, on a créé une nouvelle version du tableau et on n'a pas le problème que l'on a vu tout à l'heure. Donc dans Go, on peut rajouter un élément dans une slice en utilisant la méthode append. On va préciser la slice, donc nous ça va être A, et la valeur à rajouter. Voilà. Et ça va nous créer un nouveau tableau que l'on va stocker au même endroit. Mais on pourrait aussi le créer dans une nouvelle variable si on souhaite garder et conserver la slice originale. Et là, on n'oublie pas de faire une assignation et on va afficher A et B. Dans ce cas-là, ce que l'on va obtenir, c'est qu'on aura
A qui sera 1, 2, 3, et on voit qu'ici on a une slice qui est plus grande et qui contient un élément supplémentaire. Si on regarde la capacité de B, donc ça nous donne la capacité du tableau qui est en mémoire au niveau de B, on voit que ça donne une capacité de 6. Automatiquement, quand on rajoute un élément, là lui il va se dire, ouais mais moi j'ai un tableau qui a une capacité de 3. Donc en mémoire, il va prendre plus de place pour un tableau et il va créer un tableau qui pourrait contenir 6 éléments. Et si on continue à appendre encore et encore, au bout d'un moment, il va doubler. Donc si je rajoute par exemple 5 et 6, ça ne va pas poser de problème, il ne va pas avoir besoin d'assigner en mémoire plus d'informations, on gardera une valeur de 6. Sauf que là, il ne faut pas mettre de point égal, vu que ce n'est pas une création de variable. Donc on voit que c'est 6, mais si je crée un 7e élément, il va se dire ah non, mon tableau original en mémoire, il n'a pas assez d'espace, et du coup je double sa valeur, et ça prendra une valeur de 12. Sauf que là, effectivement, il faut appendre toujours pas dans A, mais dans B. Voilà, pour incrémenter la valeur de B. Et hop, ici, on aura bien 12. Si je retire un élément et qu'on peut rentrer 6 éléments, il ne le grandira pas le tableau original. Donc Go va vous forcer à être un petit peu plus proche de la mémoire. Alors c'est quelque chose qui est intéressant, mais voilà, ça implique aussi d'avoir un peu plus de connaissances sur ce qui se passe derrière. Alors autre petite précision que l'on n'a pas faite, mais lorsque l'on crée une variable en JavaScript et qu'on ne lui assigne aucune valeur, dans ce cas-là, lorsque l'on regarde la variable, on est toujours un petit peu étonné, on obtient undefined. Undefined permet de dire qu'une variable n'a pas de valeur. En Golang, les choses sont complètement différentes. Si par exemple je crée une variable A et je lui dis cette variable A sera un tableau d'entiers. Et pour l'instant, je ne déclare rien à l'intérieur. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'affiche la valeur de A. Qu'est-ce que l'on obtient? On obtient ici un tableau d'entiers. On voit qu'on a un nil ici, on va en parler juste après. Et du coup, on a par défaut un tableau vide. Si je lui dis que A est un entier, par défaut, ça sera un entier qui aura la valeur 0. Par exemple, si je lui dis que c'est une chaîne de caractères, directement, il va créer une chaîne de caractères vide. Tous les types de base vont avoir une valeur initiale qui correspond à leur type. Donc on ne va pas se retrouver avec ce fameux undefined. Par défaut, les choses ont cette valeur-là et du coup, on n'est pas surpris. Si on définit un entier, par défaut, cet entier, si on ne lui assigne aucune valeur, ça sera une chaîne de caractères vide. Pareil, avec les booléens, mais avec tous les types, on a ce comportement-là. Donc ça évite d'être surpris, et ça c'est plutôt cool. On a vu tout à l'heure aussi nil. Alors nil, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt simple, c'est un pointeur vers nil. Donc quand on crée un pointeur qui ne pointe vers rien, finalement c'est nil, tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce que l'on obtenait lorsque l'on crée un tableau d'entiers comme ceci. En fait, on se retrouve avec une slice, mais une slice qui fait référence à rien, et du coup, forcément c'est nil, vu que ça ne pointe vers aucune valeur, aucun tableau interne. Alors maintenant, parlons d'un autre type de données. On a vu les tableaux et on va parler des objets. Donc imaginons qu'on crée un système de to-do avec un title. Par exemple, on mettrait faire le tutoriel et une description. Voilà. Donc en JavaScript, c'est plutôt simple. On met des clés, on met des valeurs. Les valeurs peuvent avoir absolument n'importe quel type, on s'en fiche et ça fonctionne. Dans le cadre du console.log, on va juste mettre A, comme ça on aura les clés et les valeurs. En Golang, on a un équivalent au niveau de structure de données, on peut utiliser une map. Une map, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des clés qui vont être d'un certain type et des valeurs qui vont aussi être d'un certain type. Pour créer une map, on peut faire un A de point égal, on crée une map, on précise le type des clés, donc ce sera des chaînes de caractères, et les valeurs qui seront des chaînes de caractères. Là, encore une fois, on ne peut pas faire des choses qui sont dynamiques. Si on a précisé que ce sera une chaîne de caractères, toutes les valeurs devront être de ce type-là. On peut préciser un title et ensuite préciser la valeur, faire le tutoriel. Ensuite, on met une virgule, on met la description, et on va préciser la même description. La petite particularité, c'est que, ici, il faut mettre une virgule, sinon le truc va râler, et après, on peut afficher n'importe quoi. Donc, si je souhaite afficher le title, on le fait comme ça. Et dans ce cas-là, ça nous donnera faire le tutoriel. Si on souhaite afficher la description, on fait description. Et si on souhaite changer la valeur, on accède à l'élément dans le tableau, donc c'est un peu comme en JavaScript, et ensuite, on précise la valeur que l'on souhaite changer, et on va mettre Jane. Et dans ce cas-là, on obtiendra effectivement Jane. Et si on regarde notre objet original, il a été aussi modifié, pas de problème. En JavaScript, c'est un petit peu plus simple. Si on souhaite accéder à une propriété, il suffit simplement de faire un A, le nom de la propriété. Le petit souci, c'est que si on s'imagine qu'on a une to-do list avec un completed, et ici on va préciser que c'est un booléen, par exemple true ou false, pour dire que la tâche a été faite. Et on précise qu'on a aussi un ID qui est peut-être un entier. Là, on est un petit peu embêté avec notre système de map parce qu'on ne peut pas être dynamique. Donc là, il y a un autre type de structure qui entre en jeu, ça va être les structs. En fait, on a la possibilité de définir l'équivalent d'un type personnalisé, et ce type, on peut lui donner des propriétés, et on va préciser le type associé. Par exemple, là, ça va être
Non, number, ça n'existe pas, ça va être un entier. Après, on va préciser qu'on aura un title qui sera une chaîne de caractères. Et en fait, on va préciser le type de notre objet. Hop. Cet objet, on peut ensuite l'utiliser quand on le souhaite, en lui disant « je veux créer une to-do ». Et on devra mettre les différentes valeurs les unes à la suite des autres. Par exemple, pour l'ID. Là, ça sera notre title, faire le tutoriel. Et ensuite, true pour le booléen. Voilà. Et là, on a créé notre to-do. On peut aussi ne passer que certaines informations et toutes les autres valeurs prendront leur valeur par défaut. Et ensuite, on peut décider d'afficher notre petite to-do. Si on fait ça, on obtient le même résultat qu'en JavaScript, si ce n'est qu'on a un petit peu plus de structure vu que les choses sont définies par défaut. Si on le souhaite, parce que là c'est un petit peu embêtant, si on change l'ordre des trucs, ça va être gênant, on peut préciser les clés à ce niveau-là. Les clés vont correspondre finalement au nom des propriétés que l'on a définies ici. Donc un struct, c'est l'équivalent d'un objet en JavaScript pour le coup. Voilà. Les maps, ça va être vraiment pour des choses où les clés peuvent être dynamiques et on connaît les types à l'avance. Quand on a un objet qui représente une donnée, un struct va être un petit peu plus adapté. Alors maintenant, imaginons que l'on souhaite créer une méthode. Alors les méthodes, en JavaScript, il faudrait créer une classe et ensuite définir la méthode, par exemple toggle pour changer completed. En Go, on peut faire les choses un petit peu plus simplement. On peut créer une fonction et là, à l'intérieur, on va lui préciser la cible de la fonction. Donc on va lui dire que la cible, ça sera T, qui sera un pointeur vers une to-do. Et ensuite, on donne le nom à notre fonction, toggle par exemple, et après les différents paramètres si on en a besoin. Donc dans ce cas-là, ça voudra dire que ça va être une fonction qui ne pourra être exécutée que sur des pointeurs de to-do. Une fois que l'on a ça, on peut lui dire à l'intérieur, je veux faire une référence à mon pointeur et changer la valeur de completed pour mettre quelque chose qui sera différent de la valeur de t.completed. Petite particularité dans le langage, lorsqu'on a des structs, on n'est pas obligé d'écrire ça, parce qu'ils ont estimé que c'était un petit peu pénible, et je suis un petit peu d'accord avec eux, on peut directement écrire ça. Voilà, c'est beaucoup plus rapide pour le coup. Donc quand on accède à une propriété d'un struct, automatiquement, on peut le faire directement comme ça, même si c'est un pointeur à ce niveau-là. Maintenant qu'on a cette méthode, on peut l'utiliser n'importe où, en faisant a.toggle. Et dans ce cas-là, ça change la valeur, vu que c'est un pointeur, on modifie l'objet original. Et on voit bien dans ce cas-là que completed est passé de true à false. Ce que l'on pourrait faire aussi, c'est dire que là, cette fonction n'agit pas sur un pointeur, mais sur une valeur. Ça ne change rien à notre code, si ce n'est que lorsque cette fonction s'exécute, une copie va être passée et l'objet original ne va pas être modifié. En général, les méthodes, on va les faire sur des pointeurs, ça a plus de sens que d'utiliser directement les valeurs. Et de faire une copie, c'est pas très pertinent. Mais voilà comment on peut créer des méthodes. Donc on peut faire un semblant, alors je dis vraiment semblant parce que c'est pas vraiment de l'objet, mais voilà, on peut faire une sorte de programmation orientée objet de cette manière-là en Go. Mais c'est pas vraiment un langage où on a de l'objet au sens classe, héritage et tout ça. On a aussi la possibilité de créer des interfaces. Dans ce cas-là, on peut créer un type. Par exemple, on va l'appeler toglable. Hop, je sais pas si ça s'écrit comme ça ou comme ça, bon peu importe. Et dans ce cas-là, on précise que c'est une interface et on précise les méthodes que devront implémenter les objets pour satisfaire cette interface. Par exemple, on peut lui dire, moi je veux une méthode toggle qui ne renverra rien. Du coup, tous les structs qui vont satisfaire cette interface-là pourront être utilisés. Si on s'imagine ici créer une nouvelle fonction qui va être générale, que l'on va appeler toggle to-do, qui recevrait en paramètre quelque chose qui serait du coup de type togglable. Et à l'intérieur, je pourrais lui demander de faire un t.toggle, vu que dans l'interface, on a bien ça. À ce niveau-là, maintenant, je peux lui dire, je veux utiliser dans ma fonction un toggle to-do. Et dans ce cas-là, ça va fonctionner lorsque je lui passe mon objet A, parce que mon objet A va bien implémenter cette méthode-là. Par contre, il va râler, parce qu'il va vous dire, je ne peux pas utiliser A comme type togglable. Pour que ça satisfasse le type, il faut lui passer un pointeur. Et dans ce cas-là, ça va bien fonctionner. Si j'exécute mon code, ça va changer la valeur de completed. Les interfaces, contrairement au PHP par exemple, n'ont pas besoin d'être explicitement implémentées. On est sur quelque chose qui est plus proche que le TypeScript à ce niveau-là. Ça fonctionne de manière implicite. Tant qu'un struct implémente la méthode en question, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Peut-être un petit détail, imaginons que l'on crée un tableau de to-do. Donc là, plutôt que de créer juste une to-do, on va lui dire je veux un tableau de to-do et on va mettre les différentes valeurs. Une première to-do, une seconde. Peu importe que ça ait le même ID, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, au niveau de cette fonction, je lui dis, je m'attends à obtenir un tableau de togglable, et pour l'instant, je ne vais rien faire à l'intérieur, si ce n'est afficher « Salut les gens ». Voilà. Et on le remarque là,
il souligne ça en rouge et même si j'enlève A ou quoi que je fasse, en fait, il va bloquer. Donc on n'est pas sur un langage qui est typé dynamiquement. Il faut bien comprendre que c'est typé statiquement et qu'en mémoire, finalement, un tableau de to-do ne va pas correspondre à un tableau de toggleable. Parce qu'en fait, ça va être deux choses qui vont être gérées complètement différemment en mémoire. Dans ce cas-là, si on voudrait avoir quelque chose qui fonctionnerait, il faudrait lui dire « je veux un tableau de toggleable » et lui préciser qu'à l'intérieur, on va du coup avoir des pointeurs vers des to-do. Et dans ce cas-là, finalement, notre tableau A va fonctionner correctement et on pourrait compiler ce programme et le faire fonctionner. Donc le système de type n'est pas aussi flexible que ce que l'on peut connaître avec des langages comme TypeScript par exemple. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus fin et il faudra encore une fois comprendre un petit peu plus ce qui se passe en mémoire que dans JavaScript typiquement. Alors je suis désolé si je vous ai un petit peu perdu sur ça, donc ce que je vous propose c'est un truc un petit peu plus cool. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'imaginer qu'on veut contacter une API et récupérer les dernières to-do. Donc pour cela on va utiliser l'API JSON-Placeholder et on va utiliser ce endpoint donc qui nous permet de récupérer les 3 dernières to-do et ce qu'on aimerait bien faire c'est afficher par exemple le titre de la première to-do. Donc ça serait Delectus hot autem. Donc en JavaScript, c'est pas bien compliqué. On se crée une fonction main, donc c'est histoire de faire comme en Go. On va dire que cette méthode est asynchrone du coup. On va faire un await et on va fetch du coup ce que l'on a au niveau de notre système. À ce niveau-là, une fois qu'on a récupéré le résultat, on ne va pas forcément gérer l'erreur. On va lui dire de parser le JSON. Donc ça renvoie aussi une promesse. On récupérera le résultat. Et ensuite, on pourra faire notre petit console.log et on récupérera le title de la première to-do, comme ceci. Et ensuite, on peut utiliser notre fonction main. Si j'exécute ce code-là, on voit bien que ça nous donne le bon résultat. Comment on ferait ça en Golang? Donc au niveau de Go, on a une méthode qui permet de faire un appel en get à une URL. Cette méthode s'appelle tout simplement get en majuscule et est disponible dans le package net HTTP. Ensuite, on lui passe une chaîne de caractères. La petite particularité, c'est que si on regarde cette méthode-là, elle ne renvoie pas qu'une chose, elle renvoie deux choses. Donc les fonctions en Golang ont la possibilité de renvoyer plusieurs éléments. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand une fonction est exécutée et peut renvoyer une erreur, elle va renvoyer en second paramètre finalement l'erreur. Donc là, on va pouvoir lui dire j'aimerais bien récupérer la réponse et je vais aussi récupérer l'erreur. La particularité, c'est que l'erreur, du coup, hop, ça va être quelque chose de type error, qui est tout simplement une interface qui contiendra cette méthode error. On n'a pas dans le cadre de Golang de try-catch. Ça veut dire qu'on doit implicitement lui préciser ici, si l'erreur n'est pas un pointeur nul, donc if r différent de nil, dans ce cas-là, je veux faire quelque chose. Les conditions en Golang s'écrivent sans parenthèse. On pourrait les rajouter, mais le formateur va nous dire que de toute façon c'est redondant, ça n'a pas d'intérêt. Si on a une erreur, dans ce cas-là, on peut la gérer. Donc nous, on pourrait ici lui dire, je veux afficher quelque chose et dire, par exemple, impossible de contacter le serveur. Et si je veux plus de détails, je mets %s et je passerai comme ça l'erreur en faisant la méthode error. Ensuite, je peux continuer mon script. Et là, je pourrais d'ailleurs faire un early return vu qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc en JavaScript, on aurait la même chose finalement avec un try-catch. Sauf que l'avantage en JavaScript, c'est qu'on peut faire un try, faire tout un tas d'opérations et catch à la fin pour voir l'erreur que l'on a. Go vous oblige toujours à rajouter ce type de code-là en disant à chaque fois qu'on a une erreur, il va falloir la gérer instantanément. Ça peut sembler très verbeux, et je suis d'accord avec vous, ça l'est, mais la justification derrière tout ça, c'est que le développeur de Go a dit ça permet en fait d'obliger les gens à penser aux erreurs. Le problème des try-catch, c'est qu'on a très vite fait de créer un script avec 3 tonnes de lignes et d'entourer tout ça d'un try-catch à la fin, sans forcément savoir qu'est-ce qui a véritablement posé un problème. Et on se retrouve très souvent, malheureusement, avec des erreurs qui ne veulent pas dire grand-chose. Avec ce système-là, ça oblige les développeurs, à chaque fois qu'une erreur est possible, de gérer les choses. Il est toujours possible, pour ceux qui sont un petit peu feignants, de mettre un underscore. Ça permet de ne pas assigner la variable et de dire je l'ignore et je pars du principe que ça fonctionne bien. Si jamais il y a une erreur, de toute façon, ça nous renverra quelque chose quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça peut mener à des problèmes plus tard, surtout si on a des pointeurs qui pointent vers nil. Si on s'attend à avoir une chaîne de caractères, c'est plus simple parce qu'au pire, la chaîne de caractères aura la valeur par défaut, ça sera vide. Mais là, c'est problématique. Donc ensuite, si on veut lire la réponse, on peut utiliser body. Donc body, c'est quelque chose de type IOReadCloser. Donc c'est une interface où on a quelque chose qui utilise l'interface reader, donc qui peut faire une lecture de bytes, et closer qui permet de tout simplement fermer la lecture.
Donc tout de suite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser que je veux fermer la lecture à la fin de ma fonction. Donc ce qu'il faudrait faire normalement, c'est juste avant le return, faire un close. Mais ce que l'on peut faire en Golang, c'est utiliser defer. Et si on fait ça, donc là je vais dire je veux fermer la lecture, ce code-là sera automatiquement exécuté que lorsque la fonction fera un return. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à y penser plus tard, on pense tout de suite à le fermer comme ceci, et ça, ce petit bout de code sera exécuté avant le prochain return. Alors nous, on a embêté parce que là on a un read closer et on souhaiterait parser le JSON. Alors il faudra souvent faire ça en Go, c'est-à-dire essayer de trouver comment les Legos s'emboîtent, mais pour faire du décodage de JSON, on peut directement utiliser ce type d'interface. Donc on fait un JSON.newDecoder. Donc c'est une méthode. On lui passe donc quelque chose qui est de type IOReader. Bah, c'est parfait, ça correspond à notre body. Et ensuite, on va lui dire ce que l'on souhaite décoder. Et on doit lui passer quelque chose. Alors là, c'est de type any, ça peut prendre n'importe quel élément. Mais nous, on va lui préciser une to-do. On va lui donner la structure que l'on attend pour notre JSON. Donc on va créer notre struct type to-do. Hop, ça sera un struct et on va préciser les différents champs. On va avoir un ID, donc qui sera une chaîne de caractères, et on pourra préciser à quoi ressemble cette chaîne de caractères dans le JSON. On va lui dire ça sera dans la propriété ID de notre JSON. Donc on peut avoir des noms de champs qui correspondent à ce que l'on veut. Donc là, moi je mets des choses en majuscules, et ensuite des noms de champs dans le JSON qui sont complètement différents. Ça vous permet comme ça de ne pas être trop dépendant de la structure de votre JSON. Donc dans notre cas, l'ID est un entier, notre completed, ça sera un booléen, et notre title, ça sera une chaîne de caractères. Je prends l'habitude de mettre ça en majuscule parce que si j'étais dans un package dédié, il faut que ça soit en majuscule pour être exporté. Maintenant que j'ai mon décodeur, je peux lui dire je veux créer une variable todo qui sera donc un tableau de todo. Donc je précise le type en amont. Et ensuite, dans le décodeur, je vais lui envoyer un pointeur vers todo. Donc ça permettra de remplir les todo et il utilisera le type pour savoir comment il doit parser le JSON. Maintenant que c'est fait, on peut peut-être débugger les choses. On va faire un printf. Hop, on va regarder qu'est-ce que l'on a dans todo et on va voir ce que ça va donner. Donc je fais un go run, hop, et on obtient bien notre todo avec l'id 1, le title, et ensuite la seconde todo avec les informations. Donc là, ce que l'on pourrait faire, c'est lui dire if len de todo est supérieur à 0, parce qu'on veut quand même s'assurer que l'élément existe bien avant de faire un accès à todo 0. Ben dans ce cas-là, je peux lui dire je veux afficher, hop, la première todo 0, et je récupère la propriété title qui, je sais, va exister. Au pire, c'est une chaîne de caractères vide s'il ne l'a pas trouvé. Et dans ce cas-là, ça me donne bien ça. Si on s'imagine que là, on cherchait un champ tuetiel qui n'existe pas, ben dans ce cas-là, il ne le trouvera pas dans le JSON, il ne va pas renvoyer d'erreur, et il nous dira simplement que c'est une chaîne de caractères vide. Si par contre, je lui dis ici, à ce niveau-là, je m'attends à avoir un entier, là, on va avoir un problème de correspondance. Dans tous les cas, il nous donnera une valeur de 0, mais ce décode-là, hop, il renvoie en retour une erreur. Donc là, pareil, il faudrait lui dire je sauvegarde l'erreur, pas besoin de faire un assignement vu que la variable a été créée à ce niveau-là. Et après, on est reparti avec une nouvelle condition. Si l'erreur est différente du pointeur nil, ben dans ce cas-là, je fais la même chose que là. Sauf que je vais pouvoir mettre une erreur qui parlera un petit peu plus et qui expliquera ce qui s'est passé. Donc ici, c'est impossible de parser la réponse du serveur. Donc en nous obligeant à gérer les erreurs, ben on est obligé de faire attention au fur et à mesure. Et personnellement, j'aurais tendance à leur donner raison, c'est efficace, ça marche bien. Et là, par exemple, il vous dit impossible de parser la réponse du serveur. Il n'arrive pas à essayer d'injecter une string et il vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pas mal aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'il ne renvoie pas d'erreur, par contre, si on fait ça, mais à vérifier. Non, ouais, voilà. S'il y a un champ qui manque, ça ne le gêne pas. Par contre, s'il y a un champ qui n'a pas le bon type, là, il pète un câble. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, ces deux codes ne sont pas vraiment équivalents. Dans le cadre du JavaScript, on a utilisé le await, ce qui va permettre de faire des choses en plus. Par exemple, si on avait juste après le main un petit console.log et que l'on affichait hello, on serait capable d'afficher le hello avant d'exécuter le reste du code. Et on voit bien qu'on a le hello suivi de la liste. Dans le cadre de Go, ce que j'ai écrit est bloquant, c'est-à-dire qu'il fera cette opération et il va rester bloqué le temps d'avoir la réponse serveur avant de faire la suite. Alors dans Go, on a un système qui permet de gérer la concurrence, c'est les GoRoutines. Donc on va s'imaginer que cette fonction-là, hop, on va la mettre dans une fonction. Et on va l'appeler fetch todo title. Cette fonction, elle va du coup pouvoir nous renvoyer une chaîne de caractères ou une erreur. Voilà, parce qu'on l'a vu, hein, ça peut planter à différentes étapes.
Là, plutôt que de faire un printf, je peux faire un errorf. Ça permet de générer une erreur en formatant. Et je peux ici utiliser le formateur W qui permet de récupérer l'erreur originale. Donc là, hop, on retournerait du coup une chaîne de caractères vide, vu qu'on n'a rien récupéré du serveur, et ensuite on retournerait notre erreur. Le formateur est très très strict, il vous dit que les erreurs ne peuvent jamais commencer par des majuscules. Donc il ne faut jamais mettre des erreurs en majuscules en Golang. C'est particulier, mais voilà, il est strict. Donc on ferait la même chose dans l'autre cas où on n'arrive pas à parser notre JSON. Et on doit toujours faire attention aux erreurs. Voilà, et dans le cas où tout s'est bien passé, donc on a réussi à formater notre to-do, on peut retourner le titre de notre to-do et on renverra nil pour dire qu'on n'a pas eu d'erreur. Et dans le cas où on n'a pas assez d'éléments, pareil, hop, on régénère une erreur. Bon, pour le coup, ça serait vraiment la même chose, hein, ce serait impossible de parser le serveur, ou on pourrait dire pas assez de to-do. Donc maintenant, dans notre jolie fonction, et ce que l'on aimerait bien faire, c'est être capable d'afficher ici notre hello, et de faire le code de notre fonction avant. Donc pour cela, on peut faire go, suivi de la fonction que l'on souhaite appeler. Cette fonction sera alors exécutée dans une go-routine. Si vous voulez, c'est un fil qui va être séparé du fil principal et qui va être géré automatiquement par Golang. Donc Golang peut choisir de le faire fonctionner sur un corps séparé ou tout simplement de faire du context switching en fonction de la situation. Le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas moyen, comme en JavaScript, malheureusement, de récupérer directement la variable. Ça serait vraiment pas mal, mais on ne peut pas. Ce que l'on va devoir utiliser, c'est des channels. Les channels vont permettre de créer des tuyaux qui vont permettre de communiquer. Donc pour cela, je vais faire ici une première variable que je vais appeler ch. Et dans cette variable, je vais lui dire de créer un channel qui contiendra une chaîne de caractères. Globalement, ça sera le retour de notre fonction en cas de succès. Je vais aussi créer un channel qui permettra de récupérer l'erreur. Et dans ce cas-là, je lui dis, je veux faire un make chan qui va contenir une erreur. Lorsque j'exécute la fonction, il va falloir que j'injecte quelque chose, soit dans le channel pour les réponses, soit dans le channel qui contiendra les erreurs. Donc je vais créer ma fonction, on peut la créer dynamiquement comme ceci. Hop. Je vais lui dire de faire un fetch to do, ce qui va me renvoyer ici le title ou une erreur si jamais on a un plantage. Et ensuite, je lui demande de faire un fetch to do title. Voilà, donc ça va fonctionner de manière asynchrone. Mais ça va mettre un petit temps à s'exécuter, mais c'est pas gênant parce que c'est sur un fil séparé. Si j'obtiens une erreur, donc si R est différent de nil, ça veut dire que j'ai eu une erreur, mais dans ce cas-là, je peux injecter ça dans le channel, comme ceci. Alors, par contre, on va avoir un conflit de variables, donc on va appeler ça RCH. Donc ça permet de dire j'envoie cette valeur-là dans le petit tuyau. Si on n'a pas d'erreur, dans ce cas-là, je peux lui dire je veux que tu injectes dans le channel des réponses le title. Voilà, très simple. Maintenant qu'on a ces channels, on peut lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien attendre la réponse d'un de ces deux channels. Sachant que lorsqu'on écrit ça, il va être bloqué. C'est-à-dire qu'il va vouloir envoyer quelque chose dans le tuyau, mais tant que personne écoute, il va rester bloqué. Donc il va falloir à un moment débloquer ces tuyaux-là et dire qu'on souhaite récupérer la valeur. Pour cela, on peut faire un select et je peux lui dire je veux récupérer, par exemple, l'erreur qui sera récupérée depuis le channel error. Donc on fait la même flèche, mais dans l'autre sens. Donc là, on va prendre notre channel et extirper une valeur. Si on est dans cette situation-là, dans ce cas-là, je peux faire un panique et bloquer complètement en disant, il y a une erreur, c'est foutu, quoi. Dans l'autre cas, c'est le cas où finalement, c'est le channel qui contient les informations qui vont nous donner quelque chose. Donc là, ça serait plutôt le title, du coup. Je pourrais faire un FMT et afficher le titre. On va mettre titre de la to-do, deux points et pourcentage %s et mettre notre title. Il faudra utiliser un sprintf. Donc je vous montre ça un petit peu rapidement, je sais, mais au pire, n'hésitez pas à faire le gotour si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, quand notre code va s'exécuter, on va arriver sur cette ligne-là, cette ligne-là. Ici, il va créer un fil séparé qui va faire le traitement et rester bloqué, soit ici, soit ici. Après, lui, il va pouvoir continuer à ce niveau-là, parce qu'on est toujours sur le fil principal. Il va afficher notre hello, et ensuite, on va bloquer de notre côté ici, en attendant qu'un de ces deux channels réponde. Si un de ces deux channels répond, c'est bon. Ce que l'on peut faire, c'est préciser qu'on veut fermer les channels lorsque l'on a fini, en faisant une close et en fermant chaque channel lorsqu'on a un retour. Donc on pourrait le faire à la fois dans la go-routine ou ici, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Voilà. Si j'essaie maintenant de réexécuter ce code-là, on n'obtient rien parce que j'ai fait un sprintf au lieu d'un printf, mais dans ce cas-là, j'obtiens bien hello, puis le titre de ma to-do. On voit bien que ça a fonctionné.
Après, on peut créer des choses beaucoup plus poussées. On peut par exemple avoir un truc qui va recevoir des tableaux de channel. On peut avoir, avec ce système de goroutine, faire un concurrent map qui permet de faire un map et d'exécuter la fonction de manière concurrente. Mais au-delà de ça, très souvent dans ce que l'on va écrire, on ne va même pas s'en soucier parce que les primitives sont déjà intégrées dans le langage. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut s'imaginer créer un petit serveur. Alors, je l'ai écrit en JavaScript et ça fonctionne un petit peu comme ça. Histoire de faire la même chose qu'en Go, j'ai utilisé un système de worker. Basiquement, je compte le nombre de CPU que l'on a. Je crée un event emitter, ça c'est juste pour avoir une API qui ressemble à Express entre guillemets. Je crée mon cluster. Dans ce cluster, je crée mon petit serveur web. Et dès que je reçois une requête, je lui dis de faire un emit et d'envoyer l'URL du chemin. Lorsque je reçois un slash, je fais mon code et je renvoie dans la réponse mon title. Si j'exécute ça, il va complètement péter un câble parce que JavaScript c'est chiant. Il faut faire un npm init. Voilà, le système de module n'est pas encore très bien supporté. On est toujours obligé de créer le package.json et de préciser ici que l'on va faire un type module. Voilà. Donc je réexécute ça. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on a notre serveur qui a été lancé. Alors je l'ai lancé sur quel port? Sur le port 3000. Et si je me rends sur localhost de .3000, hop, ça va charger les données. Alors j'ai dû, à mon avis, mettre un delay. Voilà, donc on a un délai de 2 secondes, ça met du temps à renvoyer les données. Et on obtient bien notre delectus hot-otem. Donc comment ça se passerait si on voudrait écrire la même chose, mais en Golang? J'aimerais bien me créer un petit serveur web capable de gérer ça. On va garder le code que l'on a déjà écrit ici avec le fetch to do, histoire de ne pas repasser du temps à faire les choses, sauf que, hop, on va rajouter aussi le délai, histoire d'être fair play. Voilà. Donc je vais retirer tout ce code-là, voilà, on s'en fout. Donc au niveau de Go, on a dans le package HTTP tout ce qui va nous permettre de faire ça. On pourra faire un http.handlefunc, et ensuite on précise le pattern, donc ça sera le format de notre URL, et on va préciser une fonction qui va permettre de gérer ça. Donc histoire de faire les choses proprement, on va créer une fonction qu'on va appeler homehandler. Cette fonction, elle prendra 2 paramètres, un http.responseWriter qui va permettre d'écrire la réponse, et un lecteur qui permettra de récupérer la request, un http.request. Ça, c'est un struct, et ça, c'est une interface. C'est pour ça que là, on utilise un pointeur et pas là. À ce niveau-là, je peux maintenant lui dire, lorsque on appellera l'accueil, j'aimerais bien utiliser le homehandler. Sachant qu'on peut aussi faire comme en JavaScript et tout passer par une seule fonction. Là, moi, j'aime bien le côté, je gère le pattern à ce niveau-là. Ensuite, on peut faire un http.listenandserve et préciser que l'on veut écouter sur le port, par exemple, on va mettre 8000, histoire de ne pas rentrer en collision avec l'autre. Et ensuite, on précise un handler. Donc moi, je vais mettre nil parce que je n'ai pas de handler pour tous les autres chemins. J'ai déjà un handler ici, mais on pourrait ici créer une fonction qui prendrait qui aurait la même signature qu'ici, mais qui gérerait toutes les requêtes. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir gérer les choses. Pour le coup, je vais faire un fetch to the title. Donc on va faire title, error, parce qu'on peut recevoir une erreur, on n'a pas de try catch. On fait notre fetch to do. On lui dit, si l'erreur est différente de nil, ça veut dire qu'on a une erreur. Dans ce cas-là, on utilise notre writer. On rajoute un header pour préciser que on a une erreur serveur, donc on va simplement faire un statut internal serveur, et on peut en profiter pour ajouter les informations. Le problème, c'est qu'il attend ici un tableau de bytes et non pas une chaîne de caractères, donc on lui dit, pas grave, je vais faire une sorte de typecasting si vous voulez, et je vais récupérer le message de mon erreur. Et après, je return parce que j'ai fini. Je peux aussi en profiter tant que j'y pense dès le début, pour fermer au niveau de la requête la lecture du body. Voilà, comme ça on n'a pas de problème, même si c'est censé être fait automatiquement. Dans l'autre cas, tout s'est bien passé. Donc ce que je peux faire, c'est directement lui dire, j'aimerais bien que tu écrives un tableau d'octet, et dans ce tableau d'octet, je veux que tu affiches le title. Hop, et voilà. Si maintenant je relance mon serveur, donc on n'a rien en console, on voit par contre que le programme reste bloqué, parce que ça va nous bloquer. Et si je réactualise sur le port 8000 ce coup-ci, hop, on attend 2 secondes, et au bout de 2 secondes, on obtient notre truc. Petite particularité, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais là, tu n'as pas fait de code asynchrone comme en JavaScript. Qu'est-ce qui se passe si on a 2 requêtes qui arrivent en parallèle? Donc on va sortir l'inspecteur pour les 2 navigateurs, je vais aller dans l'onglet réseau, et je vais actualiser les 2 à peu près en même temps. On voit que ça met un petit temps, ça a mis 2 secondes 18 ici, et là on obtient 4 secondes. Donc on aurait tendance à se dire que finalement on ne fonctionne que sur un seul thread.
Alors c'est une petite particularité, faites attention à vos tests. Dans le cadre de Chrome, si vous chargez 2 fois la même URL, en fait, il les met en file d'attente. Voilà, souvent, ça m'arrive de me faire avoir. Mais voilà, là, je me mets en navigation privée et en navigation normale. On reva dans réseau. Je réactualise les deux. Et on voit que les deux tombent à peu près en même temps. En tout cas, on n'a pas une qui attend l'autre. On a les deux qui sont capables de fonctionner en parallèle. On n'attend pas 4 secondes à ce niveau-là. En fait, dans le cadre de Golang, lorsqu'on fait un handle function, il va utiliser tout seul une GoRoutine pour gérer le home handler. Donc si vous avez 100 requêtes, il va créer 100 GoRoutines. Alors peut-être en interne, après, il le limite. Je ne connais pas forcément totalement le fonctionnement à ce niveau-là. Mais du coup, on s'en fiche que le code ici soit synchrone parce que chaque requête va être gérée individuellement. Donc pendant qu'il bloque à récupérer ici les informations, ça ne va pas bloquer les autres requêtes. Donc ici, il n'est pas utile, comme c'est le cas en JavaScript, de faire de la synchrone dans le cadre de cette fonction-là. Au contraire, ça serait contre-productif vu qu'on aurait des appels entre différents process, c'est pas vraiment pertinent. On peut par contre toujours utiliser les GoRoutines au sein de ce handler si on a besoin de faire plusieurs choses en parallèle. Mais c'est vrai que très souvent dans les fonctions, les choses se passent de manière assez séquentielle. Donc on va assez peu utiliser les GoRoutines. Mais on a toujours la possibilité de retomber dessus et c'est ça qui est intéressant dans le cadre de Go si on en a besoin. Par contre, il faut être clair, c'est beaucoup moins pratique que les promesses et que le code JavaScript. Si par exemple on veut faire des choses en parallèle, on peut faire un promise.all. Si on s'attend qu'il y ait une seule des promesses qui résolve, ben on peut faire un promise. Je sais plus quoi. Donc c'est assez simple de gérer les choses. En Golang, dès qu'on va vouloir utiliser des GoRoutines, ça va poser de nombreux problèmes. Il faudra faire attention à ne pas ne pas accéder au même pointeur au même moment, auquel cas on crée des deadlocks. Il faudra faire attention à comment on gère les choses. Il faudra bien penser à fermer les channels dont on n'a plus besoin. Ne pas laisser des GoRoutines qui tournent en toile de fond. Donc c'est vrai que ça pose quand même pas mal de problèmes d'architecture, mais ça laisse plus de contrôle à l'utilisateur. De manière générale, moi j'ai tendance à penser que les GoRoutines sont plutôt des primitives et qu'il faudra très rapidement se créer des fonctions pour les utiliser, mais ne pas directement passer par les GoRoutines en elles-mêmes. Alors peut-être une dernière chose avant de nous quitter, imaginons qu'on ait envie d'afficher une couleur pour mettre votre serveur à bien démarrer. Donc comment ça se passe si on a besoin d'un module tiers en Go ? Donc on va chercher Go Colors. Peut-être qu'on va tomber sur la librairie. À la limite, je vais mettre Golang parce que j'ai pas l'impression de trouver grand-chose. Voilà. Donc on a ce package-là. Donc les packages sont directement hébergés sur GitHub ou d'autres services. Donc si vous tapez l'URL, vous tombez dessus. Et si vous voulez l'importer, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel nom. Donc nous, dans notre cas, on peut ici faire à ce niveau-là un import. Donc on va importer ce truc-là. Voilà. Et ensuite, on va utiliser du coup notre couleur pour dire que le serveur va bien démarrer. Donc on fait color.cyan et on va lui dire le serveur est démarré sur localhost 2.8000. Voilà. Maintenant, on souhaite exécuter ça. Donc au niveau de mon terminal, je ferai un go run. Automatiquement, il va vous dire je ne peux pas faire ça parce que ce module-là, je ne le connais pas. Et ce que vous pouvez faire, c'est go get. Dans ce cas-là, il va regarder votre code et il va trouver tout ce que vous utilisez. Et on voit qu'il importe automatiquement le color. Maintenant, je peux faire un go run. Et on voit bien qu'il me dit le serveur a démarré sur le port localhost 2.8000. Par contre, on voit qu'il s'arrête tout de suite parce qu'il rencontre une erreur. Donc là, le handle function ne nous renvoie rien, donc on s'en fiche. Mais attention, le listen and serve peut renvoyer une erreur. Donc il aurait fallu la gérer ici. Hop. Et encore une fois, if R est différent de nil, dans ce cas-là, on panique et on fait cracher le système. Là, il plante tout simplement parce que j'ai déjà démarré un serveur et du coup, il essaie d'allouer le même port. Et voilà, on a un problème à ce niveau-là. Donc je vais couper ici et je fais mon go run. Et de toute façon, on voit bien que le sien a bien fonctionné. Si on regarde notre fichier go mode, automatiquement, lorsqu'on a fait un go get, il est allé récupérer les dépendances. Il a vu que là, on a besoin de color. Il a précisé la version en dur. Et ensuite, il utilise le require pour dire les sous-dépendances de cette dépendance-là. Et l'installation s'est faite très rapidement, évidemment. Donc de manière générale, les gens qui font du Go ont tendance à essayer d'utiliser le moins de librairies externes possible. Et ils vont aussi bloquer les versions. Donc c'est pas comme Node.js où on a à la fois le package.json et le package.lock. Là, c'est directement dans le fichier de module où si jamais on souhaite faire une mise à jour, il faudra le faire de manière explicite. Après, à vous de gérer les conséquences s'il y a des changements aussi au niveau de vos packages. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on a des types, en général, on chope beaucoup plus rapidement les problèmes. Donc voilà pour cette petite découverte de Go. Donc je suis passé volontairement assez rapidement sur beaucoup de notions, mais l'idée c'était de vous faire une petite analogie et de vous montrer comment ce langage fonctionne. Globalement, ce qu'il faut retenir, je dirais que les grosses particularités, c'est premièrement sa gestion des erreurs.
qui ne fera pas forcément l'unanimité, mais que je trouve assez intéressante dans le sens où elle force les développeurs à faire attention à la moindre erreur, chose qu'on a tendance trop malheureusement à ignorer. Le système de GoRoutine est intéressant, mais beaucoup plus compliqué à gérer convenablement par rapport à ce que l'on a en JavaScript. C'est aussi évidemment plus puissant, mais c'est vrai que ça amène à beaucoup de problèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, comme les accès en concurrence à la mémoire qui peuvent créer des deadlocks, des trucs qui restent en tâche de fond. Donc il faut faire assez attention à ce que l'on fait pour éviter d'exploser complètement notre système. Ensuite, on a la notion de typage. Alors, c'est un typage qui est fort. C'est pas comme du TypeScript, hein, c'est vraiment complètement différent. C'est quelque chose qui peut aussi être gênant parce que ça permet d'être un petit peu moins dynamique et flexible que d'autres langages de programmation. Donc, on va dire que si votre objectif, c'est de prototyper rapidement quelque chose et que vous n'avez pas forcément des API stables, Golang peut être beaucoup plus lent parce que vous êtes bloqué par certains problèmes d'architecture. Là où en JavaScript, vous pouvez faire un peu n'importe quoi, il va s'en foutre. L'inconvénient, c'est que c'est aussi plus enclin de gérer des problèmes et des bugs plus tard. Et enfin, le dernier truc, et c'est moi le point que je trouve le plus intéressant au niveau de Go, c'est que par rapport à tous les outils que j'ai dans ma trousse à outils, c'est un langage qui est compilé. Donc si on a besoin de générer des exécutables, c'est très pratique. Par contre, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas encore essayé s'il y avait des librairies pour créer des interfaces visuelles. Moi, en général, quand je crée un programme en Go, en fait, je lance un serveur web qui va être lancé sur un port, et ensuite, ça me permet d'accéder à l'interface. Typiquement, c'est ce que j'ai utilisé avec le moteur de recherche que vous me voyez utiliser depuis le début de cette vidéo. Ça, c'est un petit programme en Go qui me permet de créer un petit moteur de recherche personnalisé. Et par exemple, c'est un truc qui me permet d'afficher des stats sur mes recherches, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais voilà, c'est écrit en Go parce que ça me permet de faire les choses beaucoup plus simplement et de pouvoir porter ça pour Windows, Mac et Linux sans devoir installer de dépendance. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour vous montrer rapidement quelques points de ce code-là, on a la possibilité dans Go d'utiliser Embed, qui est un truc qui est inclus dans Golang, qui permet de directement injecter des choses dedans. Donc dans mon exécutable, on a le index.html, on a le stats.html. On a aussi, par défaut dans Golang, un moteur de template. Donc typiquement, moi quand je génère une page, hop, ça va générer une page qui va utiliser ce petit moteur de template qui est intégré dans Go. Donc je n'ai pas eu besoin d'installer de dépendance. Si j'essaie un petit peu, voilà, on a ces informations-là. On a même aussi la possibilité de faire des boucles ou ce genre de trucs. Donc c'est vraiment pas mal, comme ils le disent, de toute façon la librairie standard est pas mal développée. J'ai aussi un outil qui permet de rebuild automatiquement lorsque l'on fait des changements, un petit peu comme un watch. Dans Node.js, de toute façon, on ne l'a pas, mais c'est pareil dans Go, ce n'est pas inclus par défaut. Et pour vous montrer, j'utilise pas forcément beaucoup de modules par défaut. J'utilise GoQuery et Itri, qui sont simplement des modules qui permettent de parser de l'HTML avec une API qui ressemble à jQuery. Voilà, c'est tout simplement pour me simplifier la vie. Mais concrètement, on peut très rapidement créer des choses assez poussées sans forcément utiliser des trucs tiers, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie d'essayer l'outil. Au pire des cas, si ça ne vous a pas intéressé, vous avez découvert de nouvelles choses. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!